Bonjour, bienvenue dans cette émission EPS Prime destinée aux professeurs d'éducation physique et à la santé dans l'enseignement libre. Alors, ce n'est pas une édition spéciale, c'est une édition fondamentale dans la mesure où elle va être axée exclusivement sur le nouveau programme des professeurs d'éducation physique et à la santé. Voici le sommaire. D'abord, on évoquera les caractéristiques permettant de distinguer le référentiel du programme. On évoquera les changements majeurs entre les socles de compétences et le nouveau référentiel. Et enfin, il sera question de la structure et du mode d'emploi de ce nouveau programme. Aujourd'hui, j'aurai à mes côtés deux chroniqueurs, tous deux professeurs d'EPS, fraîchement détachés au CEGEC et qui ont participé à l'élaboration du programme. Alors bonjour François, bonjour Aurélien, vous voyez, ils sont en pleine forme, pourtant ça n'a pas été simple, ce programme à mettre au point. J'espère que vous allez bien et que vous pourrez nous éclairer sur les différents points qui interrogent ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et nos experts de terrain, on peut les appeler comme ça, qui sont derrière leur écran. Tout d'abord, je dois présenter, et ça s'impose, notre invité du jour, Ophélie Canivet, membre du service de production pédagogique du CEGEC, on va dire ça, et c'est le moment de préciser un peu le rôle que vous avez joué là-dedans, à la fois dans ce service et dans l'élaboration du programme, Ophélie. Alors oui, donc je suis coordinatrice de l'ensemble des programmes, donc de tous les volumes du programme de l'enseignement fondamental. Mon rôle ici en EPS a été d'accompagner Aurélien dans la réalisation de ce programme afin qu'il puisse répondre à l'ensemble des volumes du programme du fondamental. Voilà, alors on va entendre Aurélien très rapidement. Merci Ophélie, vous n'hésitez pas à intervenir au cas où une précision s'imposerait. Je constate que les questions sont déjà là, nos internautes, ils sont attentifs devant leur écran et certaines reviennent plusieurs fois sur Twitter, donc on va revenir avec celle qui est le plus couramment posée. C'est Mehdi de Spa qui nous dit « Pourquoi faut-il tout changer? Est-ce qu'on fait mal les choses ?» Je pense que non, on ne fait pas mal les choses. Et le premier élément de réponse que j'ai à donner à ce niveau-là, c'est que pourquoi un nouveau programme tout d'abord? Tout simplement parce que suite à l'arrivée du pacte pour un enseignement d'excellence, de nouveaux référentiels ont été mis en place. Et donc, c'était logique de notre côté, au point de vue du CEGEC, d'apporter, je dirais, cette cohérence et de remettre à jour nos programmes. Pour vraiment répondre à Mehdi, non, on ne faisait pas les choses mal avant, je ne pense pas, et on faisait même les choses assez bien, je trouve, parce que l'essence même des référentiels et du programme sont basés sur ce qui se passait avant. Je dirais plutôt que c'est une mise à jour, une version 2.0 du professeur d'éducation physique au final. Allez, merci pour ces précisions, Aurélien. On va passer maintenant, tout de suite d'ailleurs, à notre première thématique, comment distinguer le programme du référentiel. La rencontre d'aujourd'hui oppose le référentiel au programme. Mais quelle différence existe-t-il entre ces deux documents ? Le premier est interréseau. Le second, quant à lui, est destiné aux enseignants du réseau libre. Le référentiel est rédigé par un groupe de travail interréseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, contrairement au programme qui regroupe différents acteurs en lien avec le CEGEC. Le référentiel fixe le bagage scolaire de base commun à tous les élèves et répond à la question « Quoi ?». Le programme, de son côté, facilite l'utilisation quotidienne du référentiel dans les écoles et l'illustre afin d'en faire ressortir les aspects pédagogiques indispensables à sa mise en pratique sur le terrain. Il répond donc à la question « Comment ?». Plus précisément, le référentiel nous fait part des savoirs, savoir-faire, savoir-être, des attendus, des compétences, mais aussi des visées transversales. Le programme, dans un souci théorico-pratique, propose de retrouver les contenus du référentiel, les compétences spécifiques, ainsi que des orientations pédagogiques. Des balises méthodologiques pour guider, aider l'enseignant dans son appropriation des contenus, sans oublier des suggestions de pistes d'activités d'apprentissage. Le référentiel s'organise en années, dans un seul document regroupant le primaire et le secondaire. Le programme, quant à lui, s'organise en cycle et comporte un document dédié au primaire ainsi qu'un document réservé au secondaire. Vous l'aurez compris, le référentiel et le programme ne s'opposent pas, mais mènent un même combat, aider, former et guider nos pratiques professionnelles en plaçant en son centre l'élève et son bien-être tant mental que physique. L'un est plus théorique et l'autre nous en donne les pistes. Alors c'est une évidence, ces deux documents sont bel et bien complémentaires et manifestement ils ont été pensés pour les enseignants.
Ophélie, vous avez quelque chose à ajouter de ce point de vue? Oui, tout à fait. Donc, il est important de signaler que le document relatif au programme de primaire et de secondaire seront tous les deux différents, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une scission entre les différents niveaux d'enseignement. Le CEGEC se met vraiment un point d'honneur à veiller à la continuité entre le primaire et le secondaire, au primaire grâce à Aurélien et dans le secondaire par l'intermédiaire de François. C'est vraiment une question pratico-pratique d'avoir scindé les deux, puisque mettre 9 années d'enseignement dans un même document, ça paraissait trop compliqué. Et donc voilà, on va faire 2 documents, mais en assurant une continuité entre les apprentissages primaires et secondaires. Merci Ophélie. Alors François, toi tu as participé à l'élaboration de ce nouveau référentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les changements majeurs par rapport à ce qui existait avant, les socles de compétences, et qui, je le rappelle, sont l'ancêtre du référentiel? Alors, ancêtre, oui, mais source d'inspiration, hein, c'est évident. Donc, il faut déjà rassurer les collègues pour commencer. Il y a toute une série d'éléments qui se faisaient déjà correctement. Donc ici, c'est vraiment, on va dire, guider, accompagner les enseignants, peut-être sublimer les pratiques et aussi valoriser le déjà là. Donc, il y a une partie de valoriser ce déjà là et puis la deuxième partie où on est plutôt dans l'accompagnement, baliser les repères pour permettre à ces enseignants, peut-être qui sont débutants ou d'autres qui ont besoin d'aide, de savoir vers où aller. Alors, il y a des changements dans cette continuité, hein, certains changements plus importants que d'autres. Il y en a 3 que tu veux souligner. Alors, il y a les 3 nouveaux champs qui s'inspirent des champs qui existaient déjà. Le premier champ, habileté motrice et expressive. Et donc là, on a toutes choses qu'on connaissait déjà, par exemple la maîtrise des mouvements fondamentaux, la connaissance de son corps, le schéma corporel, la manipulation d'objets, mais aussi la capacité à s'exprimer à l'aide de son corps. Le deuxième champ, c'est les habiletés sociomotrices et la citoyenneté. Et donc là, c'est davantage l'individu avec les autres. Donc on est dans les relations, la coopération, la collaboration, le fait de communiquer avec ses pairs. Enfin, le troisième champ, c'est la gestion de sa santé et de la sécurité. Et donc là, on est davantage sur le mode de vie sain et actif, le fait de s'investir pour des habitudes saines de vie, le bien-être par exemple, mais aussi porter un regard et un avis critique. Alors, merci François pour les 3 champs de compétences. Maintenant, on va comparer chaque champ de compétences afin de pouvoir faire un parallèle entre l'ancien et le nouveau, pas testament, mais document. En effet, il y a des similitudes, donc Ophélie l'a dit, on est dans la verticalité, on est aussi dans la continuité, mais il y a aussi des éléments de nuance, des éléments de rupture. Donc par exemple, adopter une attitude de sécurité en milieu aquatique n'apparaît plus dans les habiletés gestuelles et motrices, mais bien dans le 3e et nouveau champ JSS, qui est entièrement destiné à la sécurité et à la santé, le bien-être physique et affectif de l'enfant. Il devient plus général et englobe la sécurité en salle, en milieu naturel, urbain et aquatique. Les HSC, c'est le plus facile parce qu'elles restent fidèles à l'ancien. La plus grosse modification se situe dans le champ de la condition physique. Le champ disparaît, mais pas les compétences. Elles sont en fait réorientées dans d'autres champs qui sont plus fidèles par rapport à leurs utilités. Je vais prendre l'exemple de l'endurance, la souplesse et la force. Elles sont redirigées vers le GSS. L'explosivité et l'intensité, quant à elles, sont redirigées vers la HME1. On a aussi la compétence relative à la vitesse, qui elle va se retrouver en HME4, tout simplement parce que c'est la compétence entre l'espace et le temps. Tout ce que je viens de dire, finalement, c'est une preuve de plus, qu'on est là dans la continuité, c'est vrai, mais qu'il y a aussi des changements qui s'opèrent avec ambition dans une quête de sens. Alors, je vais vous poser une question. Je suis sûr que vous avez déjà tous vécu un cours dans votre vie où vous vous êtes dit à quoi ça sert. Et bien, cette question-là, vous savez, il y a des jeunes en éducation physique qui se la posent aussi, et c'est notre rôle de pouvoir y répondre. Alors, merci François pour ces explications, mais il y a une question qui nous revient régulièrement. Je pense que je vais me tourner vers toi, Aurélien, depuis le début de l'explication de François. C'est quoi cette valorisation, nous demande Émilie de Bruxelles, cette nouvelle place qu'occupe le professeur d'éducation physique dont vous nous parlez depuis le début? Eh bien, très bonne question de la part d'Émilie, parce que c'était le point suivant dans notre exposé, je dirais. C'était ce statut, ce nouveau statut du professeur d'éducation physique et à la santé au sein de son établissement scolaire. Nouveau statut n'est pas vraiment le terme, je dirais, adéquat parce que grand nombre de nos collègues de terrain
occupait déjà cette place indirectement, et je pense vraiment que c'est en fait une mise en avant, une mise en valeur de ces statuts qui existaient déjà, mais maintenant on tape sur le clou et c'est par écrit. Et donc, avant de rentrer vraiment dans les détails, je dirais plus théoriques du référentiel et des programmes concernant ces fameux statuts, je pense qu'il est intéressant de regarder quelques interviews qui ont été tournées dans des écoles, dans différents établissements scolaires, et où on a interrogé des directions, des parents, des enfants, d'autres enseignants, d'autres disciplines, pour avoir un peu leur retour par rapport au rôle et surtout à ce qu'ils pensent de l'impact d'un enseignant en éducation physique au sein d'un établissement scolaire. Normalement, apprendre l'agilité, l'équilibre, de faire bouger les enfants. Pour que ce soit du plaisir, mais en même temps leur apprendre la coordination et le jeu ensemble, en société, quoi, avec toujours tout ça dans la bonne humeur, pour que pour l'enfant ça reste un plaisir, mais quand même un peu de sérieux malgré tout. Ouais, je crois que ça doit être un exemple, un meneur. D'accompagner chaque enfant en fonction de chaque niveau, parce qu'ils sont tous différents, et puis d'adapter son cours à chacun et de les faire évoluer, quoi. Alors je dirais donner une formation aux enfants en éducation physique. Quand je dis une formation, c'est avant tout apporter au niveau technique la découverte de certains sports, de compétences au niveau de la gym. Un peu les faire dépenser, quoi. C'est redonner goût aux enfants de pouvoir faire de la gymnastique. Certains enfants n'ont pas la possibilité de faire du sport à l'extérieur à la maison, et donc le professeur de gym, ça permet aux enfants de faire 1 heure, 2 heures de sport. Pour moi, le rôle du prof de gym, c'est d'apporter un plus au niveau psychomotricité, pour les plus petits. C'est pour les plus grands, peut-être travailler tout ce qui est travail collaboratif, travail d'équipe, des valeurs aussi que nous, on inculque aux enfants. Voilà, ça se poursuit au niveau du cours de gym. Et pour les enfants qui sont peut-être plus sportifs, c'est un plus, ça leur permet de gravir peut-être des échelons à ce niveau-là, quoi. Il aide les enfants pas à s'exprimer, mais à relâcher un petit peu toute la pression qu'ils ont à l'école, je pense. Déjà, c'est donner le goût du sport, le goût de l'effort, et de se dépasser et de montrer l'exemple aussi. Il sert à être plus souple, et aussi il faut quand même faire du sport dans la vie, parce qu'après si tu manges trop, après il faut tirer la graisse qu'on a dans le corps, et voilà, ça sert beaucoup quand même. Le rôle principal, c'est se dépenser, travailler son physique et prendre confiance en soi, et puis surtout chez les petits, au niveau psychomoteur, nous je vois qu'on en a besoin en première, moi je travaille en première. J'ai besoin pour la structuration spatiale, donc parfois je demande à mon prof de gym de travailler certaines leçons en lien avec mes cours. Avec les nouvelles pédagogies, on demande beaucoup de travailler l'intelligence kinesthésique, donc on a besoin du prof de gym pour ça. C'est fait pour s'amuser. Déjà, c'est de donner un cours qui est différent de ce qu'un enseignant classique pourrait donner, et lui donner des pistes supplémentaires pour essayer d'appréhender une situation quelconque. Pour moi, c'est apprendre des choses, retravailler les choses après si on a oublié, et Un rôle de soutien et de collaborateur avec l'équipe éducative. Moi, par exemple, en psychomote, j'ai introduit des maths, j'ai introduit du français, les lectures d'images, j'ai introduit quoi d'autre, de l'artistique avec les couleurs. Donc
Oui. Il a quand même son rôle, oui. On mène les enfants de la maternelle à la 6e primaire et on le mène ensemble. Ici, on est une équipe soudée, justement. Et en cours d'informatique, je vois ça. C'est trop souvent chacun dans son coin. On devrait faire tout ensemble et mélanger les compétences et tout, ce serait bien. Moi, un prof de gym, il a tout autant d'importance qu'un autre prof, parce qu'il connaît aussi ses élèves, mais d'une autre manière, donc il peut toujours apporter son avis sur le comportement des élèves, sur plein de choses. Je ne sais pas. Pour moi, il est au même pied d'égalité que les enseignants. C'est vrai que dans certaines écoles, c'est pas le cas. J'ai l'impression que le prof de gym, c'est toujours celui où on croit que son cours est moins important. Oui, mais il devrait peut-être en avoir même plus. On lui laisse peut-être pas la possibilité justement d'avoir plus d'impact. Pas du tout, le prof de gym de mon époque a carrément raté son coup. Je trouve que les cours de gym nous apportent ce côté social, de pouvoir partager ensemble quelque chose et de respecter des règles, ne pas rentrer dans le conflit, accepter la défaite et... Personnellement, non, pire, des mauvais souvenirs. Rien du tout. Parce que vous faisiez que du ping-pong. Je pense que oui, ça doit quand même servir à... Je sais pas moi... À courir au cas où pour rattraper ton chien, si tu dois bien courir, rattraper un chat, rattraper n'importe quel animal. Non, du tout. Pas du tout. Pas plus que ça. Être musclé par exemple, si tu dois faire un travail où est-ce que tu dois soulever des affaires, ça peut te servir parce que tu fais de la musculation et c'est du sport, alors ça peut te servir. Ou si tu veux être prof de gym aussi, ça peut te servir aussi. Un souvenir, c'est quand on a fait les poiriers, les trépieds, il n'y a pas longtemps aussi, ça m'a vraiment plu. Les vestiaires. Ok. C'est bête, mais ouais, moi j'étais pas à l'aise par rapport à ça. En première, on avait fait un atelier créatif et pendant tout le cours et on s'était bien amusé. Les brevets, le passage des brevets, c'est trop stressant. Ah si, l'apprentissage du poirier. Ah, il fallait que j'y arrive. Le système de parrainage, c'était avec la marche parrainée par exemple, ça je m'en souviens très bien. Parce que ça avait, d'autres personnes extérieures à l'école étaient intervenues. Moi, mon grand-père me suivait beaucoup dans ce genre d'activité. C'était un plus parce que il était là. Ça me faisait plaisir de voir les personnes de la famille aussi qui suivaient. Et c'est aussi tout ce qui était création des Jeux Olympiques à l'école. Ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué puisque c'était un travail qui s'est vraiment créé sur le long terme. Donc, c'était vraiment en tant qu'enfant la difficulté à certains moments pour des enfants peut-être qui ont peur par rapport, je pense, à des barres parallèles, des choses ainsi, parce que c'était ça, où il y a des peurs, où l'enfant ne se sentait pas... je ne me sentais pas... Il y avait des peurs et c'était vraiment poussé, mais... pas entendu. Maintenant, c'était pas par rapport à l'effort, c'était par rapport à des difficultés. Et Dieu sait, ici, on a le cours de natation depuis cette année. J'avais plein d'enfants où les parents étaient hyper inquiets. Ils disaient l'enfant a peur, des enfants qui pleuraient. Je viens de faire une inscription il y a 15 jours d'un nouveau d'une autre école. Il pleurait quand il a su qu'il y avait un cours de natation. Et je me dis, quand j'entends l'attitude que les profs ont en piscine, et je n'ai pas eu un parent qui est revenu en me disant l'enfant a peur, il ne veut plus y aller. Donc je me dis, Dieu merci à mes profs de gym d'arriver à certains moments à donner goût. Courir autour d'un stade, négatif, parce que je n'aimais pas ça. Et positif... je pense plus ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de partager quelque chose avec les personnes de ma classe, c'était chouette quoi. Bien, donc en primaire, le parcours que le professeur de gym faisait, c'était toujours un parcours très chouette. C'est le moment entre vestiaire qu'on allait boire de l'eau parce que j'avais soif. Je me souviens que de ça, le sport, il m'a pas marqué du tout parce que je me souviens des tapis bleus, des plinths ou quoi, mais
Qu'est-ce qu'on a fait, je ne sais même plus. J'ai pas vraiment de souvenirs comme ça en particulier, mais si par exemple on avait fait une fois, parce que les profs de gym organisaient les fancy fairs, toute la cour de récréation, c'était un tapis d'élèves qui faisaient des mouvements ensemble sur une musique. Et ça, c'est quelque chose qui me reste, parce que c'était beau. Voilà. Physique et sportive, un truc comme ça, je crois, non? Maître d'éducation physique. Professeur d'éducation physique. Professeur physique. Prof de gym, quoi. Maître spécial d'éducation physique. Professeur d'éducation physique. Alors, je trouve en fait qu'on se retrouve pas mal, nous venant il n'y a pas si longtemps que ça du terrain, en fait, François, on se retrouve pas mal là-dedans. Moi, quelque chose m'interpelle tout de même, je ne sais pas toi, c'est quand même cette image que l'on a uniquement basée sur le développement moteur, et on ne voit pas forcément, même au sein d'une direction par exemple, l'impact au-delà de ça. Et donc, encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans le thème avec ce référentiel, ce nouveau programme, cette mise en valeur de toutes ces choses qui existaient, mais qui, au final, quand on pose la question aux gens, ben, on se rend compte que ce n'est pas les premières choses qui ressortent. Voilà. Donc, ici, maintenant, faisons un petit point plus, je dirais, théorique, entre guillemets, sur ce nouveau statut, une explication plus, je dirais, tirée du référentiel. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que l'équipe du référentiel, constitué d'inspection du secondaire et du primaire, François m'arrêtera si peut-être j'en oublie, d'experts en psychomotricité ainsi que d'experts du spécialisé, d'enseignants de terrain, de conseillers pédagogiques et de tout réseau confondu surtout. C'est ça. Voilà. Avait pour souhait, je dirais, de rendre la place qu'il se doit au professeur d'éducation physique au sein de son établissement scolaire. Et donc on va envoyer un petit visuel pour vous aider et compléter, je dirais, mon intervention. Donc, on reprend ici un tableau issu du référentiel qui a été réutilisé dans le programme et qui nous définit le rôle du professeur d'éducation physique, je dirais, au sein de sa classe, au sein de sa salle, donc dans son cours à proprement dit, et puis l'impact, les champs d'action, je dirais, qu'il peut avoir en dehors et donc dans l'établissement scolaire. Donc, l'enseignant d'éducation physique, c'est ce que le référentiel nous dit, conduit les apprentissages psycho-sociomoteurs, et il stimule la motivation et suscite le plaisir et le mouvement. Et je dirais grâce et autour de ces trois champs de compétences que François nous a expliqués juste avant. Il coordonne, et là on sort, je dirais, de sa salle, de son cours à proprement dit, il coordonne en initiant et validant les activités extra-parascolaires. On reviendra dessus après pour plus de précision évidemment. Il initie et valide les aménagements du milieu de vie. Il renforce et encourage les déplacements actifs. Il coopère et encourage les activités physiques en classe, en référence évidemment au projet d'établissement et en interdisciplinarité. Mais prenons point par point peut-être, parce que je pense que de donner ça d'un coup comme ça risque peut-être d'en affoler certains. Donc on va prendre point par point et je vais essayer vraiment, c'est de vous redonner des pistes pour essayer de s'approprier ces différents champs d'action et peut-être déjà susciter chez nos téléspectateurs des idées par rapport à ces champs d'action. Parce qu'au final, ce ne sont que des pistes, ce ne sont que des champs d'action que l'on propose, mais qui vont dépendre des réalités de chacun contexte. Et de l'investissement des équipes pédagogiques qui tournent autour d'eux. Alors, le premier point était initie et valide les activités scolaire, parascolaire, extrascolaire. Je pense peut-être que c'est important de redéfinir ce que c'est scolaire, extrascolaire, parascolaire. Michel, une idée? Scolaire, extrascolaire, forcément ce qui se passe dans l'école, scolaire, extrascolaire, c'est ce qu'on fait en dehors de l'école comme activité sportive, et parascolaire, c'est peut-être initié par l'école et quand même... En fait, para-extrascolaire, on est vraiment sur une question de budget. Je vais le préciser tout de suite. Donc scolaire, évidemment, c'est dans les heures de cours. Heures de cours où les enfants sont en heure de classe. Voilà. Donc ça, c'est scolaire. Et dans le scolaire, on pourrait avoir, évidemment, autre que ce qui se passe au cours, des sorties sportives pendant les heures de cours, des sorties culturelles et d'expression en lien, évidemment, avec ce champ de compétences, les classes de sport, un jour, parfois une semaine aussi,
des journées intra-école, des beaux projets entre, je dirais, collègues d'une même entité, pourquoi pas. Donc voilà, des idées pour illustrer, il y en a encore bien d'autres et je pense que nos collègues sont vachement créatifs à ce niveau-là et vont pouvoir nous en amener beaucoup plus. Et puis, la petite différence théorique, et je vais les mettre en parallèle entre extra et parascolaire. Extrascolaire, c'est donc ayant lieu, comme Michel l'a bien dit, en dehors des heures de cours, mais bénéficiant d'une intervention de l'ENE. Contrairement au parascolaire qui se donne aussi en dehors des heures de cours, mais qui ne bénéficie pas d'une intervention extérieure. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose de budgétaire. On va être sur le parascolaire avec peut-être une intervention de parents, mais ce sont des services proposés par l'école. Tandis que l'autre, on ne demande rien aux parents. Quelques exemples. Extrascolaires, on pourrait avoir des gestions de tournois sportifs sur le temps de midi, par exemple, des activités sportives qui seraient peut-être réfléchies et spécifiques, données pendant ces temps de midi, mais en salle, où on pourrait s'inscrire de la semaine, voilà. Mais donc, comme ce serait d'un point de vue budgétaire, ce serait sur des heures de temps de midi, avec en mode surveillance, je dirais. Voilà, dans l'exemple. Après, dans les directions, s'y connaissent beaucoup mieux que nous et que nos collègues dans ce sens, et je pense qu'ils peuvent gérer aussi par rapport à leur popote interne, leur budget, je dirais, à ce niveau-là. Et puis, on a aussi des activités sportives dans le cadre de garderie, je pense. Ça rentre dedans aussi, donc dans les garderies. Pas tant que le prof d'éducation physique pourrait donner, mais il pourrait peut-être initier les personnes qui donnent ces garderies pour ne pas avoir des élèves qui restent dans une petite classe jusqu'à 6 heures au soir à attendre leurs parents. Et donc, je pense à peut-être collaborer, leur expliquer le fonctionnement de la salle, les règles de sécurité et peut-être leur proposer quelques petites activités simples, ne demandant pas trop de connaissances en éducation physique, mais permettant de mettre les enfants en mouvement. Voilà. Au niveau parascolaire, je pense aux stages sportifs pendant les vacances scolaires. Je pense aussi à des activités sportives qui pourraient être proposées en dehors des heures de garderie, alors à ce niveau-là, données par le prof d'éducation physique ou par une ASBL, mais la démarche aurait été de l'enseignant de peut-être aller démarcher ces ASBL, voir avec eux, s'associer avec eux et proposer quelque chose de qualité, mais c'est lui qui serait en fait, c'est lui qui pourrait chapeauter toute cette démarche en fait. Et puis il y a aussi les propositions de séances sportives sur le temps de midi et la différence avec le para, et on voit que la marge est assez courte entre le para et l'extrascolaire, c'est que dans le parascolaire ici ce serait une intervention extérieure de parents, d'associations de parents ou autres. Donc voilà, c'était le petit point sur, je dirais, ces activités extra et parascolaires. Il y a encore bien d'autres idées et je pense que là nos collègues sont encore plus créatifs de nous et encore une fois ce ne sont pas des obligations mais par rapport à des réalités de terrain. Faut qu'on se le dise. Alors après, on a ce deuxième champ d'action qui était initie et valide les aménagements du milieu de vie. Et là, on est vraiment en lien, en fait, de collaboration avec les directions. Parce que aménager et gérer le milieu de vie, le bien-être, la sécurité, c'est aussi une tâche liée aux directions d'école. Et donc, en ce sens, je pense qu'il y a une belle collaboration qui peut se mettre en place entre les directions et le prof d'éducation physique à ce niveau-là. Il y a aussi, je dirais, proposer des activités autonomes en récréation. J'entends par autonome des choses qui pourraient se préparer au cours d'éducation physique. Ça a été vu, ça a été préparé, on a appris à gérer l'auto-arbitrage. Et donc, ça se passe bien dans les cours de récréation. Il y a beaucoup de directions qui parfois retirent, par exemple, le match de foot en récréation, parce que c'est source de disputes, c'est source de conflits. Mais je pense plutôt que c'est peut-être le rôle... notre rôle aussi, plutôt que l'enlever, c'est de les préparer, parce que la moitié ne connaissent pas les règles ou font les règles qu'ils veulent, et c'est ça la source de conflit. Donc, plutôt que de retirer, je pense qu'on peut amener et les aider à vivre ensemble, à jouer ensemble autour d'un même sport. Ici, en l'occurrence, je prenais l'exemple du foot. Et puis, on a aussi peut-être des gestions de location de matériel pour occuper les enfants, parce que qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut éventuellement créer conflit en récréation? Le fait qu'il s'ennuie. Et donc, on peut aussi proposer de la location de matériel ou autre, géré par des élèves. Je ne vois pas l'enseignant assis sur sa chaise avec sa table et son petit carnet, mais pourquoi pas des projets, mettre en projet des 5e, 6e sur de la location de matériel s'il y a un petit budget qui est alloué à ça. Troisième point, il renforce et encourage les déplacements actifs. Là, on est en plein dedans. Je dirais que ça part du cours où on va se déplacer à la piscine, où on va se déplacer au bois. On a pas mal d'activités comme ça qui se font en dehors. J'ai un parc tout près, j'y vais. Et donc là, on rentre directement dans la compétence gestion de sa sécurité, avec le code du piéton, avec aussi la représentation spatiale HME4, où on va regarder les plans, choisir les chemins pour y aller. Voilà, exactement. Et puis... en dehors de son cours, il peut préparer aussi les déplacements de ses collègues. Je me rends à la bibliothèque, on va faire cette même démarche.
Et puis, d'autres projets plus larges, je bouge en famille, les semaines de la mobilité par exemple. Beaucoup de collègues sont proactifs à ce niveau-là. Encore une fois, selon le milieu qui nous entoure et les possibilités de l'école. Et puis ce dernier point, coopère et encourage les activités physiques en classe, en interdisciplinarité et en coopération avec l'enseignant évidemment. C'est peut-être ici plutôt se dire qu'est-ce que je peux donner comme piste à mon collègue en classe qui a une classe, on revient de la récréation, nous sommes énervés parce qu'on a perdu le match de foot, justement on revient à ce fameux match de foot, et comment recentrer les enfants sur les apprentissages, comment leur permettre peut-être de se recalmer, de gérer leurs émotions, on est en plein dedans avec la GSS 3, et aussi à l'inverse, des élèves qui en fin de journée sont dans un creux où on viendrait leur dire, voilà, on va les restimuler 1 minute ou 2, on va se mettre debout, on va faire une petite activité, et donc c'est outiller en fait nos collègues à toutes ces petites méthodes. Et puis, je terminerai, ne vous inquiétez pas, je vais lâcher la parole à un moment donné, mais c'est un sujet qui me prend plutôt à cœur que passionne, je dirais. Ça me prend à cœur, c'est de se dire maintenant, on va parler avec le tronc commun du co-enseignement. Co-enseigner, donc c'est être à plusieurs en classe, 2 en classe, pour gérer une même matière et donc subvenir aux besoins des enfants, aux besoins spécifiques en l'occurrence. Et je pense que l'enseignant en éducation physique peut être une bonne personne pour ça, pour avoir une autre approche par rapport à ces enfants à besoins spécifiques. Et c'est aussi, je dirais, un premier pas vers le travail collaboratif et interdisciplinaire. Donc voilà, l'enseignant en éducation physique pourrait très bien aussi remplir ce rôle. Alors Aurélien, il y a quand même quelques sceptiques. Une fabuleuse palette qui est à disposition du professeur d'éducation physique et à la santé. C'est en termes de motivation, c'est aussi magnifique ce que vous induisez dans vos réflexions. Mais il y a quand même encore quelques sceptiques. Il y en a toujours sur le nouveau rôle que tu viens de nous exposer. Alors vous répondez quoi aux enseignants qui s'interrogent sur le bien fondé de ce nouveau statut? Et Simon de Tournai le résume bien, il dit « C'est bien beau tout ça, mais ça va nous demander encore plus de travail ». Moi, je trouve cette réaction parfaitement logique. Ça fait peur, le nouveau fait peur. Et encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos interventions, beaucoup de choses se faisaient déjà. Tout ça, c'est mettre en avant, en fait, on s'est inspiré de ce qui se fait déjà. On a déjà des collègues qui sont déjà dans ce mouvement, qui font pas mal de choses dans leur école et qui marquent, je dirais, les enfants durant leur scolarité. Donc, pour moi, c'est une question qui se doit d'être posée, mais il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Parce que, 1, ce sont des choses qui se font, et 2, encore une fois, ça dépend de tout un autre, je dirais, de tout un système autour de l'enseignant d'éducation physique, et pas simplement, c'est pas sa tâche à lui. Je l'ai dit, c'est en référence au projet d'établissement et en interdisciplinarité. Et alors, c'est important de revenir sur ces mots, On parlait, ils ont été choisis vraiment à juste titre par le groupe du travail du référentiel dont François faisait partie. Initie, valide, renforce, encourage, coopère, il est nullement noté, gère l'entièreté de ses champs d'action. Voilà, endosse. Non, on est vraiment sur ça. Donc, il est là pour être, je dirais, le porte-drapeau peut-être, mais pas pour porter ça tout seul à bras-le-corps. Alors voilà, merci Aurélien pour cette ces réponses éclairantes. Mais moi, je me suis renseigné et surtout, j'ai vu le nouveau référentiel quand j'ai préparé cette émission. Il est assez volumineux, plus volumineux que son aïeul, son ancêtre, puisqu'on l'a appelé comme ça tout à l'heure, avec tout le côté positif qu'il fallait y mettre. Mais cette augmentation de contenu, est-ce qu'elle est due à une augmentation de matière à dispenser aux élèves? Alors, pas spécialement, non. C'est vrai qu'il y a plus de contenu, mais pas forcément plus de matière. En fait, on va retrouver davantage de détails, davantage de précisions qui vont nous permettre d'accompagner et soutenir les enseignants. Et donc, je pense notamment aux attendus. C'est ce qu'on appelle les attendus. Qu'est-ce qu'on attend de l'élève à travers des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des compétences. Alors, ce volume, il est aussi dû à autre chose. C'est ce qu'on appelle les visées transversales. Donc Aurélien, tu parlais d'interdisciplinarité, c'est de travailler ensemble, que ce soit dans le primaire avec l'instituteur primaire, ou même dans le secondaire, par exemple avec le professeur de sciences en biologie ou ce genre de choses. Et puis enfin, il y a des ponts, des croisements qui vont pouvoir s'opérer entre le professeur d'éducation physique au sein même de ses apprentissages à lui, d'un champ à l'autre, par exemple, où on va mêler le champ de la santé avec le champ des habiletés motrices et expressives.
On a maintenant des tableaux à vous montrer, hein, qui vont permettre de mieux fixer encore les idées qu'on développe dans ce programme. Alors ces tableaux synoptiques sont vraiment intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de visualiser la continuité. Ophélie parlait tout à l'heure de continuité, de verticalité. Ça nous permet de voir les principaux points de rupture, les nuances et aussi cette progression dans les apprentissages. Ça permet aussi, on le sait bien Aurélien, nos collègues qui travaillent dans le primaire et dans le secondaire, de pouvoir avoir une vue plus méta, un regard au-dessus qui va permettre de voir justement cette verticalité dans les apprentissages. Voilà, merci François. Avant d'aborder plus globalement la philosophie de construction du programme et de retrouver de nouveaux intervenants par visioconférence pour dynamiser cet exposé. Il y a une interrogation qui revient souvent et qui se répète depuis que vous avez abordé le sujet de la santé. Et Barbara de Bruxelles la résume assez bien. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « J'entends et... » Insiste, je comprends parfaitement l'importance de placer un focus sur l'estime de soi et sur les émotions, mais nous sommes-nous formés pour cela? Est-ce que on ne court pas un risque de perdre un temps qui est essentiel? Est-ce que dans la mesure où on ne dispose que de 2 périodes de 50 minutes, ça peut marcher, ça, hein, avec les classes, la gestion, les séminaires, voilà. Il y a une vraie question un peu existentielle là-dedans. C'est amusant que Barbara pose cette question, et c'est une question fidèle au terrain. Il est évident qu'on va devoir outiller les enseignants, que ce soit au sein de la formation initiale, hein, en haute école ou en université, ou à travers les dispositifs qu'on propose en formation continue. Alors, par rapport à cette surcharge potentielle de travail, la santé doit se faire au travers du mouvement. Et donc, ça ne sera pas couché par terre ou assis sur une chaise, ça sera au travers d'une activité motrice. Et donc, c'est évident, et on y est fort sensible, c'est ce temps moteur. On a, en effet, comme Barbara le dit, 2 fois 50 minutes sur la semaine. Chaque minute est comptée, chaque minute doit être une minute vécue à travers le mouvement. Alors merci donc à Barbara qui a mis le doigt sur quelque chose de vraiment essentiel que vous aviez aussi anticipé. Forcément, ça fait partie de vos préoccupations. Merci François. On va passer maintenant à la construction de ce nouveau programme. Alors, qui nous a pondu ce programme et quels sont derrière la démarche et la philosophie de construction? Ce sont les différents membres du groupe de travail de ce programme qui nous parlent. La rédaction du programme d'éducation physique, c'est le fruit de la collaboration entre des experts pédagogiques de la discipline et puis la cellule de rédaction du fondamental du CEGEC, le service de production pédagogique. Ce premier groupe de travail est à la fois constitué de professionnels de terrain, mais aussi d'universitaires, de membres de haute école et de professionnels divers. Ce document trouve son inspiration la plus logique dans le référentiel, mais lui apporte une dimension concrète et une approche pédagogique supplémentaire inspirée des connaissances et expériences variées de chacun. Chaque situation proposée est le fruit de réflexions, suggestions, partages et analyses issues de différents experts. Le résultat a bien entendu été validé par des intervenants spécialistes de l'éducation physique et de la santé afin de proposer la version la plus représentative et experte du projet. La volonté du groupe de travail était de baliser, de guider et de non dicter la démarche pédagogique à suivre, d'illustrer le référentiel en proposant des contenus riches et variés tout en respectant un juste équilibre entre déjà vu, pourquoi réinventer le fil à couper le beurre alors qu'il fonctionne parfaitement, et ambition. Il existe une multitude de pratiques, approches qui méritent de s'y intéresser et de pallier aux oublis de l'ancien programme. Dans cette même dynamique, il nous était impensable de ne pas prendre en considération les réalités du terrain, sans pour autant en encourager ou plutôt renforcer leur simple constat. Le programme se veut donc clair, dynamique et complet sur un plan théorico-pédagogique, mais aussi et surtout pour tous adaptable et modelable au milieu de travail et au public rencontré dans nos écoles. Le programme est un guide, non une vérité immuable, et notre pouvoir d'adaptation qui caractérise notre belle profession en est. Ben voilà, merci à tous les intervenants qui ont pris le temps de nous répondre. Aurélien, je pense que c'est le moment maintenant de nous plonger dans le programme et de prendre connaissance de sa structure. Oui, en effet, se plonger, c'est vraiment le terme, parce qu'on va rentrer en immersion complète dans ce programme via la tablette, en partage d'écran, et donc on va parcourir ensemble ce programme.
Alors, si je peux me permettre juste une petite précision avant d'entrer dans le programme, c'est que les programmes de P1, P2 sont déjà disponibles actuellement sur la salle des profs en version PDF. La version de P3, P4 sortira dans le courant de 2023, donc vers Pâques, et la version P5, P6 en fin juin 2024, pardon. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas encore imprimé ce volume 4, puisque nous attendons que l'ensemble des années soit écrite, en fait, donc de la P1 à la P6, afin que l'enseignant de EPS puisse avoir son propre volume. Et donc, il sera imprimé en juin 2024 avec l'ensemble des volumes de P5, P6. Merci à Ophélie pour toutes ces précisions sur l'agenda. On en revient maintenant à la structure, Aurélien. Oui, tout à fait. Et comme le disait Ophélie, le fait qu'ils ne sortent pas d'un seul bloc, c'est parce qu'on doit respecter, je dirais, des dates légales par rapport à la sortie des autres disciplines. Et parce qu'en fait, en éducation physique, on a un seul et même document de la P1 à la P6. Ce document est vraiment pensé et réalisé pour faciliter son utilisation par nos experts de terrain, je dirais. Et donc, n'avoir qu'un seul document qui regroupe toutes les années primaires ainsi que les visées transversales et ce lien avec ce tronc commun. Donc, il faut savoir qu'en éducation physique, on a 13 compétences. Ça, c'est aussi une autre différence avec les autres disciplines. On a 13 compétences qui restent les mêmes, et d'où ce fameux tableau synoptique, qui est un merveilleux outil, je trouve, dont François nous parlait, et qui nous permet cette transversalité entre ces différentes années. Donc, on a 13 compétences qui vont évoluer au fur et à mesure des années, de par leurs attendus, qui vont se spécifier, qui vont monter, je dirais, un peu en degré d'exigence et en complexité. Donc ça, c'est une grosse particularité, je dirais, de notre programme. On va parcourir ensemble, on va partager l'écran et on va parcourir ensemble ce programme. Donc dans notre programme, on va arriver d'abord sur une introduction qui est générale aux autres disciplines aussi, et qui est le projet éducatif et les orientations pédagogiques, qui sont un peu la couleur réseau. Ensuite, nous allons arriver dans une explication, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec vous, qui est l'explication de la structure. Comment utiliser ce fameux programme? On ne va pas s'y attarder évidemment ici. Et puis, nous rentrons dans le vif du sujet avec cette table des matières classique, mais qui est commune à toutes les autres disciplines, évidemment, et tous les autres programmes des autres disciplines, sauf que nous, elle est orientée avec une couleur mauve. Donc, on retrouve une introduction générale, on vient de la parcourir, et puis c'est scindé en 3 parties, 3 regroupements par paire d'années, je dirais, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Dans chacune paire d'années, on retrouve la même structure, qui est la suivante, un tableau de compétences, tiré du référentiel, ensuite des activités de mise en lien, qui sont en fait les premiers documents pratiques de notre programme, et ensuite des activités élémentaires ciblées, par champ de compétences, on les voit ici, habilité motrice d'expression, habilité socio-motrice citoyenneté, gestion de la santé et de la sécurité. Et donc pour chaque compétence, on va illustrer par des pistes ce contenu, je dirais, plus théorique. Ensuite, je l'ai dit, pour chaque partie, la même structure. Et on retrouve ensuite des visées transversales, des autres éléments transversaux dont on n'a pas encore parlé, un glossaire, une bibliographie. Mais rentrons vraiment maintenant dans le concret, dans ce qui nous intéresse de ce programme. Et donc, on a d'abord en éducation physique une introduction générale qui reprend ce fameux tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, avec le statut et le positionnement du prof d'éducation physique au sein de son établissement scolaire ainsi que dans sa salle, je dirais. Une petite structure du programme où on vous réexplique que c'est un document 13 compétences, je viens de vous le dire également. Et puis, nous retrouvons des petites pistes d'ordre pédagogique, de méthodologie par rapport au public concerné. On rentre dans le contenu P1, P2, avec ici les compétences reprises encore une fois avec leurs attendus en parallèle. Et ensuite, notre premier document pratico-pratique, je vais dire, les activités de mise en lien. Qu'est-ce qu'une activité de mise en lien? Une activité de mise en lien, elle mobilise et articule ensemble plusieurs savoirs, savoir-faire, savoir-être autour d'une compétence principale. Donc en fait, c'est vraiment permettre à nos collègues de voir comment on peut mettre en place, d'une manière méthodologique, ces fameuses compétences. Alors ici, on a choisi d'abord, et c'est aussi présent dans les autres disciplines, une approche globale, je dirais. On choisit une compétence qui est
principales et autour vont graviter des compétences périphériques, évidemment, et des liens vers ces fameuses visées transversales. Donc on peut constater ici, on voit la compétence principale, l'attendue. Ensuite, c'est représenté autour d'une fleur. En son centre, cette compétence principale, les pétales représentent, vous l'avez compris, tout ce qui est périphérique, tout ce qui se travaille de manière périphérique. Mais encore une fois, on est là pour déterminer et pas simplement faire une activité sans savoir vraiment l'impact et ce que ça touche. Et on propose ensuite des difficultés possibles qu'on pourrait rencontrer durant cette activité, ainsi que des pistes de solutions. Encore une fois, c'est général. Ce n'est pas lié directement à la réalité de chacun. Mais ce sont des propositions de pistes qui pourraient éventuellement apparaître, des petits problèmes qui pourraient apparaître dans cette activité. En page de droite, Michel, est-ce que tu pourrais me passer le programme, évidemment, qu'on a imprimé ici de manière temporaire en version papier, voilà. Parce que la tablette ne nous permet pas de visualiser ce que je vous expose. Mais donc, on va retrouver ces AML. Et dans ces AML, évidemment, vous allez pouvoir constater qu'il y a une page de gauche et une page de droite. Voilà. Donc, on voit ces fameuses AML. À gauche, ce que je viens de vous définir, qui est la partie plutôt, je dirais, théorique, on balise. Et puis la partie de droite ici, où on retrouve des illustrations. Donc chaque fois, on a un visuel sur les deux parties, et ce sera la même chose pour le reste du programme. J'en reviens à ma tablette, et je reprendrai après pour vous illustrer d'autres choses. Donc, sur cette fameuse page de droite, une mise en situation, on explique globalement l'activité, et puis 4 étapes qui nous permettent de découper avec une certaine progressivité, évidemment, tant pédagogique que méthodologique, cette activité. On y retrouve des photos pour illustrer, on y retrouve évidemment aussi du texte, mais en éducation physique, François, tu le sais aussi bien que moi, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Voilà. C'est typiquement, et c'est même dans le milieu du sport, plus général encore que l'éducation physique à l'école. Hein. Est-ce que tu veux parler du QR code peut-être? Oui, j'y arrive. C'est justement pour ça. Très belle transition. Donc, évidemment, ce QR code qui apparaît en haut ici de la page près du joli petit singe nous permet, comme François le dit assez justement, ça va nous permettre de donner un complément d'information et surtout de visualiser plus vite que de lire. Donc on va voir les choses et en fait on a été tourner ces séquences dans les écoles avec des enseignants de terrain, le public cible. Et donc là ça nous permet de voir concrètement voilà, même les petites failles aussi de cette situation proposée et de voir comment l'amener, comment interagir avec les élèves autour de cela. On retrouve ensuite des prolongements possibles en lien avec cette activité. Donc, et dans cette activité, comment on peut aller plus loin, je dirais. Et ensuite, des autres idées d'activités de mise en lien autour de cette compétence principale. Voilà, on en a 3 par groupement d'années. Et ça nous permet donc d'avoir cette approche, je dirais, plutôt globale. Ensuite, pour chaque champ de compétences, comme je le disais, on va retrouver une première petite introduction par champ de compétences, où on fait ce lien de transversalité. D'où vient-on? Que fait-on? Où va-t-on? Et donc on permet à l'enseignant de pouvoir jongler, et là on est en plein dans la différenciation, en fait, de pouvoir retourner si besoin avant, de pouvoir aller plus loin après. Et concrètement, on retrouve ces pages de gauche ici, avec le contenu du référentiel. Donc là, c'est purement tiré du référentiel, on ne va pas se le cacher. La page de gauche, elle est théorique, on le voit ici, c'est les tableaux du référentiel, les compétences, savoir-faire, savoir-être, les attendus associés. Et ensuite, on a cette page de droite. Retour sur la tablette. Ici, cette page de droite, en fait, c'est ce qui va nous permettre de mieux nous approprier en tant qu'enseignant de terrain. Cette page de gauche, d'accord? On retrouve au-dessus une balise, ce qui s'appelle balise essence. Et en fait, cette balise, elle nous permet en fait de donner notre couleur réseau, notre approche des choses, tant par un complément d'information théorique qui nous semblait pertinent d'ajouter par rapport à ce fameux référentiel qui est déjà très bien fait évidemment, mais parfois on disait tiens, ce serait bien d'amener autre chose au niveau théorique pour éclaircir un point, tant sur un apport, je dirais, pédagogique et méthodologique pour mieux s'approprier en fait les situations que l'on propose ensuite, les pistes. Donc cette petite balise, petite soit-elle, elle a une énorme importance pour nous parce qu'elle guide en fait notre approche des attendus proposés par le référentiel. Évidemment, elle balise et elle donne du sens. On retrouve ensuite 4 situations proposées. Ces situations se veulent vraiment pour tous. Je peux m'y retrouver, et je reprends la phrase que François aime bien de dire aussi, on peut s'y retrouver en tant que salle, je dirais, Disneyland, avec plein de matériel. Il y a des enseignants qui ont cette chance d'avoir de très belles salles.
Et ça peut correspondre aussi à celui qui pousse les tables après le temps de midi dans le réfectoire pour pouvoir faire son activité. Et donc, notre programme, le programme que propose le CEGEC, évidemment, permet à chacun de s'y retrouver, de s'approprier les situations. Donc en fait, c'est vraiment un guide pour amener chacun à se les approprier, ces situations. Les situations, d'un point de vue structure, c'est une photo, c'est un texte, et ensuite, on peut voir aussi qu'il y a des interactions possibles. C'est un élément qui était vraiment important pour nous d'ajouter, parce qu'en fait, c'est l'essence même de notre métier. On a vécu les choses, et après, on va permettre aux enfants d'exprimer par rapport à leur situation. Et ces petites interactions, pour moi, elles ont aussi énormément d'importance, même si François le disait tout à l'heure à juste titre, on veut du mouvement et du mouvement. Avec 2 heures par semaine, il faut du mouvement. Et donc, après, on peut retrouver aussi, je passe à une autre page d'exemple, des QR codes, aussi pour ces activités, qui ont, je dirais, pas tant le même sens que le premier QR code dans les activités de mise en lien, qui était vraiment là pour montrer la globalité des choses, des interactions. Ici, c'est plus un complément d'infos, un complément de matière, où on se disait... Oh, frustration, on doit montrer, on doit faire un choix, et en fait il y a 20, 30 exercices là-dessus, et donc ben voilà, ce sont des bases de données plutôt liées à ces QR codes. On retrouve ensuite des structurations. Les structurations sont présentes aussi dans toutes les autres disciplines. En éducation physique, on ne s'est pas mis de pression là-dessus. Quand on pensait que c'était pas nécessaire, on ne les a pas mises. Quand c'était pertinent, on les a mises. Ces structurations, elles permettent de faire un peu le bilan avec les élèves des apprentissages, de structurer leur esprit par rapport à ça. Et ces structurations sont tantôt orales, tantôt elles sont vécues, et tantôt elles sont plus de type classe, je dirais, avec des affichages, des panneaux, selon en fait les réalités aussi de chacun. Est-ce que je peux mettre dans ma salle, est-ce que je bénéficie d'une salle où je peux me permettre au final d'afficher des choses dedans. Mais donc voilà, on se les approprie chacun selon ses réalités. Et puis on a un dernier point, ce qui permettra à l'élève 2, qui a encore ce lien pour renforcer cette transversalité dans l'ouvrage et qui nous envoie, cette fois-ci pas vers les années précédentes, mais vers les années suivantes, avec, je dirais, un voyage sur sur le moyen terme et le long terme. On a chaque fois fait une piste vers le moyen terme. Donc ici, on est en P1, P2, on a fait une piste vers P3, P4 et une seconde vers P5, P6 pour se projeter à moyen et à long terme dans je dirais, l'apprentissage de cette compétence, de cette attente. C'est comme une mise en perspective. Exactement. Et donc ça se répète. On ne va pas le parcourir toutes les compétences, évidemment, mais ça va se répéter dans tout le programme pour chaque compétence. On a bien compris le principe, hein. Ouais, c'est bien. Et les QR codes, c'est magnifique. Des images à l'appui. Exactement. C'est un boulot colossal que vous avez fait. Oui, c'est un boulot de toute une équipe, avec, on n'en a pas encore parlé, mais avec des gens de terrain, avec des relecteurs de différents univers, un peu comme le groupe de travail du référentiel en fait. Hein. Donc ce n'est pas simplement l'idée d'une personne ou de seulement deux, hein, évidemment. Ensuite, on retrouve dans ce document, François en parlait déjà un peu tout à l'heure, les visées transversales, hein, qui sont ce lien avec le tronc commun. Hein. Avec le tronc commun. Et ces fameuses visées transversales, je ne vais pas moi rentrer dans un détail théorique de chacune, je laisserai plutôt la parole après à Ophélie sur ce sujet. Elles sont là, encore une fois, pour donner du crédit à ce qu'on fait et répondre aussi à cette phrase qu'on a tous connue, je pense, dans le milieu de l'éducation physique, c'est ces parents qui parfois viennent nous voir en disant « de toute façon, le cours d'éducation physique, ça ne sert pas à grand-chose, moi je ne veux pas faire de mon enfant un sportif ». Eh bien, monsieur ou madame, moi j'aurais envie de répondre, regardez, en fait, c'est pas seulement, on en parlait tout à l'heure, sur le plan moteur qu'on agit, mais par le mouvement, on va amener, et alors là, j'aimerais reprendre cette phrase qui, pour moi, définit vraiment le rôle d'un enseignant en éducation physique, si vous me le permettez, c'est nous, en tant que professeurs d'éducation physique, nous construisons par le mouvement des sportifs épanouis, et puis surtout des citoyens de demain, conscients de leur impact sur les autres, mais aussi sur eux, et plus particulièrement sur des thématiques comme le bien-être, la santé et la sécurité. Donc, parallèle avec l'interview qu'on a vue tout à l'heure, moi je définirais vraiment notre rôle comme tel. Donc, pour en revenir à ces visées transversales, elles nous permettent évidemment de faire ces liens. Et moi, je vais aller plutôt dans le pratique. On retrouve à chaque visée des liens directs entre cette fameuse visée et le cours d'éducation physique, ici, dans le programme. Donc, pour chaque visée transversale, on a des liens déjà faits avec des activités qu'on a proposées au sein du programme. Donc, tous les liens se font au sein de ce même document. On retrouve après les autres éléments transversaux
qui sont des liens ici vers d'autres disciplines. Je pense à Flesco, qui sont langues de scolarisation. Vers, voilà, elles sont ici, hein, je montre sur la tablette, les fonctions exécutives, l'éducation aux médias, éducation sexuelle, vie relationnelle, etc., etc. On retrouve après dans ce programme un glossaire, une bibliographie. Alors, je ne vous prends pas pour des gagas avec cette définition, mais je pense qu'il y a un petit point, un petit focus à mettre sur ces deux documents. Le glossaire, outre le fait de définir des mots, je pense qu'il nous permet de parler un langage commun, en fait. Parce qu'au fur et à mesure de nos expériences, de nos vies respectives dans notre milieu professionnel, parfois, il y a certains mots qui peuvent changer, on peut perdre le fil des choses. Et donc, je pense que ça permet de recadrer tout le monde et de savoir qu'on parle un même langage, un langage commun. Et puis, on a cette bibliographie qui nous tenait à cœur aussi avec François à ce niveau-là, je pense qu'il va me rejoindre. C'est, outre le fait de citer des contenus qu'on aurait utilisés, c'est aussi partager avec nos collègues qui iront jusque-là, évidemment, des personnes qui ont influencé en fait la couleur de ce programme et surtout notre pédagogie, notre expérience. Parce qu'on s'est rendu compte avec François et avec nos collègues, hein, évidemment, que, eh bien oui, on a des connaissances comme tout le monde théoriques, mais il y a pas mal de choses qui ont coloré notre pédagogie et qui se sont passées autour d'un verre, qui se sont passées lors d'une conférence où il n'y a pas forcément de traces. Et toutes ces belles personnes, tous ces beaux acteurs, je dirais, de l'éducation physique et du milieu de la santé aussi, nos sources d'inspiration, on voulait leur rendre hommage. Et donc, par des liens vers des vidéos, vers des ouvrages, eh bien, on a réussi à les intégrer dedans et je pense que pour nous, ça a beaucoup d'importance à ce niveau-là. Ça a beaucoup de sens, évidemment. Et donc, pour en revenir à ces fameuses visées transversales, je pense qu'Ophélie pourrait nous en dire beaucoup plus à ce sujet-là. Oui, alors voilà, il y a 6 visées transversales qui sont identiques à l'ensemble des disciplines et qui donc doivent être travaillées au sein de toutes les disciplines à n'importe quel moment dans l'apprentissage. Et donc, c'est également le cas en EPS. La première visée, c'est se connaître soi-même et s'ouvrir aux autres. On va aborder là la conscience de soi, la conscience de l'autre, la conscience du temps et de l'espace, mais aussi du collectif. Donc en EPS, je pense que c'est assez clair, ce sera finalement appréhender toutes ces préférences en termes d'activité physique, donc apprendre à se connaître soi-même, aussi débriefer en équipe, apprendre à collaborer, à se repérer dans l'école. On parlait tout à l'heure de plans, etc. Eh bien, ça, c'est l'appréhension de l'espace. Donc ça, c'est pour la première visée transversale. Ensuite, il y a la visée 2 qui est apprendre à apprendre. Donc, c'est tout ce qui concerne les opérations mentales de base que les enfants vont mettre en place pour réaliser certaines tâches. Donc, ils vont pouvoir, grâce à ça, organiser leurs apprentissages et s'adapter à la réalité. En EPS, on peut, par exemple, s'interroger et formuler des questions sur divers sujets liés à la santé, pratiquer des auto-évaluations à la fin des apprentissages, et j'en passe. Il y a ensuite une troisième visée transversale qui est développer une pensée critique et complexe. Donc, c'est-à-dire, par exemple, s'interroger sur les stéréotypes de genre. Est-ce que je peux faire du foot si je suis une fille, par exemple? Débattre sur quelle est la meilleure activité physique, apprendre à justifier ses choix. Quelles sont les meilleures choses pour réguler mon sommeil, et à chaque fois utiliser cette pensée critique dans sa vie de tous les jours. Au niveau de la quatrième visée, c'est développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. Donc, on pense par exemple à des situations d'auto-arbitrage où les enfants apprennent à être en projet ensemble, à créer ensemble. On va avoir toute une partie sur l'improvisation, par exemple en EPS, autour d'un thème donné. Donc ça, c'est vraiment développer à ce moment-là la créativité, ou réaliser un brevet, entreprendre un projet avec le professeur d'éducation physique, par exemple. La cinquième visée, qui est un peu longue, c'est découvrir le monde scolaire et la diversité des filières et des options qui s'ouvrent après le tronc commun, et mieux connaître le monde des activités professionnelles. Donc évidemment, on parle du milieu professionnel, c'est une visée qui sera développée
plus on avance dans le tronc commun, plus elle sera développée. Ce n'est pas en première primaire qu'elle sera le plus développée. Il faut voilà. Mais on va quand même pouvoir aborder cette visée transversale en découvrant certains métiers. Par exemple, je peux découvrir le métier de maître nageur, de sauveteur, donc tout ce qui est lié à la sécurité, mais aussi tout ce qui est lié à la santé, un diététicien, un kiné, voilà. Donc on peut déjà aborder cette visée sans demander à l'élève de faire un choix en P1, P2, évidemment. La visée 6, développer des projets personnels et professionnels, anticiper et poser des choix. Encore une fois, c'est une visée qui va avoir plus de sens dans les années supérieures, mais les enfants vont, par exemple, pouvoir découvrir simplement les bienfaits de l'EPS sur leur santé, dans leur vie de tous les jours, et donc se dire, ben voilà, grâce à ça, je peux faire des choix dans ma vie. Tiens, je vais m'inscrire au foot, je fais le choix, je demande à mes parents, et donc voilà. Donc ces visées transversales sont vraiment à travailler au sein de n'importe quelle activité. Aurélien parlait des visées transversales au sein des activités de mise en lien, donc on le retrouve effectivement dans les fleurs, mais on retrouve aussi ces liens au niveau des activités. Donc on peut retrouver entre crochets ces activités, ces liens avec ces visées. On fait souvent le lien double. Donc si on retrouve le lien au niveau des exemples, on va le retrouver au sein du texte dans le programme pour vraiment voir comment travailler finalement ces visées transversales en EPS. Mais voilà, merci Ophélie pour toutes ces précisions qui vont en évoluant au fur et à mesure que les enfants, les élèves grandissent. Merci Aurélien d'avoir parcouru aussi avec nous ce document dont on a bien compris qu'il était un outil extrêmement utile et précieux pour vous toutes et vous tous. La lecture nous semble claire, mais il y a quand même encore des questions qui restent et forcément on est là pour y répondre. Julien Jean s'interroge à juste titre sur l'aspect plus pratique de la démarche de construction pédagogique. Alors, sa question, pour être clair, la voici. OK avec tout ça, il dit, mais concrètement, moi, je dois faire quoi pour introduire le basket dans tout cela, dit-il? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. François. C'est une belle question. Et tu parlais tout à l'heure de l'illustration, que ce soit à travers des QR codes, à travers des images. On a voulu aussi que les situations soient significatives. Alors, la première chose que j'ai peut-être envie de lui dire, c'est qu'on va peut-être pas parler de basketball si on est en primaire. On va davantage parler d'un jeu d'équipe, d'un sport collectif qui progressivement, au fur et à mesure des années, va se transformer en basket, en handball ou dans une autre activité. La deuxième chose, je prends souvent ce symbole d'un podium qui est assez révélateur et symbolique. Sur la première marche, on imagine la compétence, l'objectif désiré. Sur la deuxième marche, vous allez mettre le moyen d'action. Alors ici, le moyen d'action, ça peut être le basket, mais ça peut être une course relais, ça peut être un jeu de l'épervier. C'est le moyen le plus approprié pour atteindre cette compétence. Et la troisième marche, c'est l'intervention. On en parlait tout à l'heure, c'est la verbalisation, c'est les consignes, c'est peut-être les supports que je vais amener, des tablettes, des écrans, des images, etc. Et ce podium, il est bien, pourquoi? Parce que tout doit être en lien. Si on reprend l'exemple ici de la question, si j'ai envie de travailler le basket, je dois avoir une intervention et un moyen d'action pour atteindre ma compétence. Je suis très sensible à la logique interne, par exemple. Un sport collectif, on va l'utiliser plutôt pour ses vertus coopératives que pour sa technique pure. Un sport collectif, ça doit être basé sur le vivre ensemble, la coopération, la collaboration entre les pairs. À l'opposé, je vais utiliser par exemple un sport individuel plutôt pour le souci du détail, la technique, la gestuelle. Merci François pour toutes ces infos pratiques. Merci aussi de nous avoir suivis. Notre émission, elle touche à sa fin. Et là, je pense que vous avez beaucoup de clés pour rendre encore plus excitante la pratique de votre métier. Alors voilà, c'est un formidable métier. Il évolue. On vous a plongé dans les nouveautés qui vous attendent et qui rendront encore auprès de ceux auxquels vous les enseignez cette pratique plus excitante. Merci à Ophélie. Merci à François. Merci à Aurélien. Vous aurez constaté que eux aussi, ils ont cette passion chevillée au corps. C'est leur affaire. Ils en ont bien débattu dans notre émission. Et maintenant, il vous reste à mettre tout cela en pratique et toujours dans le plaisir. À bientôt.